Il y a vraiment eu les JO à Grenoble ? Pourquoi la tour Perret, elle change de couleur la nuit ? On se donne rendez-vous à VH ou au PPM ? Avant, Grenoble, ça s'appelait Cularo. Un narvalos, c'est un bébé phoque ? On peut voir le Mont Blanc depuis la Bastille ? On prend les bulles ou on monte à pied ? Allez, je prends mon vélo et j'arrive. Relief. 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 Le podcast du magazine Gremag. Jinjian Azadi, femme, vie, liberté. C'est ce qu'elles clament, ces femmes pleines de rage au sein des rues de Téhéran, mais aussi celles de Grenoble. Ces trois mots, ils font écho à un soulèvement, celui qui dure depuis le 16 septembre 2022. Ce jour-là, l'Iranienne Mahsa Jina Amini meurt après être tombée dans le coma. Et ce, suite à une arrestation violente par la police. Une police de la moralité qui 3 jours plus tôt arrêtait cette jeune femme à Téhéran pour tenue inappropriée. Car Mahsa Jina Amini avait mal ajusté son voile. Cet événement, ça a été la goutte d'eau pour le peuple iranien qui subit les répressions de cette police des mœurs mise en place en 2005. Celle-ci est chargée de veiller au respect du code de conduite islamique. Cette police surveille de très près les comportements ou encore les tenues de la population. Les hommes, ils ne doivent par exemple pas porter de pantalons courts ou trop serrés. Quant aux femmes, elles ne doivent par exemple pas être maquillées, ne doivent pas porter de bijoux voyants et bien sûr, obligatoirement porter le hijab. Quand on parle de voile approprié, on parle de la loi islamique qui a été imposée après la révolution de 1979 dans l'article 638 du 5e livre du Code pénal qui déclare que les filles à partir de 9 ans qui ne portent pas l'hijab peuvent être emprisonnées de 10 jours à 2 mois ou être tenues de payer des amendes. Depuis la mort de Mahsa Jina Amini, de nombreuses manifestations ont quotidiennement lieu dans les principales villes du pays. Là aussi, les manifestants sont réprimés. On est frappé, c'est bleu partout. Quand ils frappent sur la tête. Et c'est la cause principale de beaucoup de décès en Iran. Par exemple, comme Sarina Esmailzadeh, la jeune fille de 16 ans, elle est décédée comme ça. Ici à Grenoble, à des milliers de kilomètres de Téhéran, la communauté se révolte aussi. Elle appelle à tendre la main aux Iraniens qui risquent leur vie pour faire valoir leurs droits, qui œuvrent à mobiliser les opinions occidentales. Le samedi 16 septembre 2023, en hommage à la mort de Mahsa Amini, plus d'une centaine de manifestants s'étaient réunis. Le rendez-vous était donné place Félix-Poula pour une déambulation dans le centre-ville. Rencontre avec quelques-uns des fervents défenseurs des droits des Iraniens à Grenoble. Ils sont regroupés au sein d'un collectif unique avec une lutte commune. Rompre le silence devant la barbarie des dirigeants d'une république islamique aux abois. Zoré Baharmast, présidente de la section grenobloise de la Ligue des droits de l'homme, principale initiatrice de la manifestation. Nous sommes ici pour dénoncer et demander l'arrêt de la répression, la torture, le viol et l'emprisonnement des manifestants pacifistes. Parmi les personnes engagées dans le mouvement, on retrouve aussi Zoya Vergen, membre d'Iran Solidarité. Je suis une Iranienne habitant à Grenoble depuis 33 ans. Et vous militez donc parmi cette pluralité d'associations, puisqu'il n'y a pas une seule et même association. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez me repréciser un petit peu le fonctionnement du militantisme iranien à Grenoble ? Du coup, en fait, on est plusieurs à militer dans différentes associations, mais on s'est constitué une petite association, enfin pas association, mais un petit groupe. C'est l'essentiel, c'est surtout parler du peuple d'Iran et du mouvement qui est en cours, un mouvement qui continue et qui est entré dans une phase de longue durée, on va dire. La contestation est omniprésente tous les jours en Iran. Au sein de la manifestation, les visages s'entremêlent, des personnes âgées, des plus jeunes. Si la communauté iranienne est bien présente, on retrouve également des Français, mais aussi des étrangers ici pour soutenir la cause, comme Justine, venue tout droit de Munich. En fait, j'habite à Munich et à Munich, il y a énormément d'expatriés iraniens. Je trouve ça important de montrer à la fois aux Iraniens là-bas qu'on est là, aussi pour eux, et aussi à nos gouvernements que ça serait bien qu'ils fassent quelque chose, qu'ils envoient un signal aux ayatollahs. L'association Amnesty International, très engagée, a également rejoint le mouvement le jour de la manifestation. Alors, je m'appelle Véronique Kleinberg et je suis secrétaire du groupe 25
d'Amnesty International Grenoble Centre. Nous avons en charge un dossier d'intervention concernant une jeune femme qui s'appelle Zeynab Jalalian. Zeynab, c'est une Kurde iranienne qui est emprisonnée depuis 2008. Il semblerait que ce soit la plus ancienne prisonnière politique en Iran. Au cours de sa détention, Zeynab Jalalian a été torturée et privée de son droit de sortir, même pour recevoir un traitement médical. Elle a également été déplacée illégalement et violemment entre différentes prisons. L'association a également fortement dénoncé le projet de loi qui prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans contre toutes les femmes qui ne porteraient pas le voile en public. Malheureusement, le Parlement iranien a approuvé cette loi le 20 septembre 2023. En dehors des femmes, le sujet de la répression touche toute personne qui s'opposerait au régime. Comme l'explique non sans émotion ce couple franco-iranien qui déambule au sein de la manifestation, Théophile et sa femme Yekta racontent l'objet de leur présence et insistent sur le fait que la problématique est large. C'est un sujet qui est à la fois international et personnel parce que moi j'ai une famille iranienne. Moi je suis iranienne, j'ai toujours la famille, des amis en Iran, donc ça me touche vraiment très personnellement. Et puis aussi c'est pas bien. Ce qui se passe, c'est pas du tout la première fois qu'il se passe là-bas. Et moi j'ai une famille qui a été engagée auparavant dans d'autres mouvements, donc je l'ai vécu de très près. J'ai pas forcément une activité intense ici à Grenoble. Malgré tout, j'ai l'impression que nous, en tant qu'Iraniens d'étrangers, ça perd un peu son sens parce que... Mais quand je peux, je viens, je suis là peut-être pour m'en sentir mieux, moi. Ça fait aussi entendre la voix des personnes qui sont en Iran et qui luttent pour beaucoup de choses. Et j'insiste sur ça et c'est pas forcément tout ce qui est les droits de femmes et tout ça. La répression féroce du régime s'est traduite par de nombreux morts et arrestations de tout type de manifestants qui viendraient s'opposer. Dans son dernier rapport datant d'avril 2023, l'ONG Iran Human Rights fait état de 537 personnes tuées par les forces de sécurité iraniennes. Merci de nous avoir rejoints en cette commémoration du meurtre d'État de Mahsa Jinan Amini le 16 septembre 2022 pour honorer toutes celles et ceux qui ont lutté et continuent de mettre en danger leur vie pour obtenir la justice et la liberté. Cette voix que l'on entend, c'est celle de Shahrzad Pishahangi, rencontrée plus au calme à l'écart de la manifestation. Son regard perçant d'acuité donne à voir une personnalité qui ne peut laisser indifférent. Je vis à Grenoble depuis à peu près 6 ans. Vous êtes arrivé à Grenoble directement depuis l'Iran ou alors le parcours a été un peu différent? Après ma licence en comptabilité à l'université de Féodossie, j'ai décidé de faire mon master en France. Donc j'ai atterri pour la première année à Paris. La deuxième année, puisque j'ai trouvé l'alternance, j'ai immigré vers Grenoble. Et comment s'est passé le parcours alors? Est-ce que ça avait été compliqué à l'époque? J'ai eu de la chance d'être née dans une bonne famille, cultivée, et qui avait l'argent. Donc le parcours a été beaucoup simplifié pour moi, que ce soit au niveau de l'éducation, de découvrir qu'un autre monde à côté de l'Iran existe, mais également pour m'accompagner dans ce qui est les démarches, dans tout ce qui est la psychologie de l'immigration. Donc je n'ai pas eu de problématiques administratives ni financières, mais par contre la procédure d'immigration elle est très très compliquée humainement parlant. C'est la transition d'un monde dans lequel nous sommes nés, nous avons pris nos racines vers un monde totalement différent où on n'y connaît absolument rien. De son ton grave et sa force mentale hors du commun, Khalil Loyal a également souhaité témoigner. Des rues iraniennes à celles de Grenoble, ces deux femmes s'engagent chaque jour contre la censure et pour la lutte. J'ai fait mes études en Iran, en géologie, et puis j'ai travaillé quelques années. Et puis j'ai quitté l'Iran parce que c'était très difficile en tant qu'une femme. Être contrôlée, on peut dire, vraiment par les hommes. Donc j'ai décidé de quitter l'Iran. Comme je travaillais dans l'agence de voyage, donc, et aussi je connaissais des amis en France, c'était pas très très compliqué, mais c'était pas si simple non plus en tant qu'une femme célibataire, moins de 30 ans. Il y avait des conditions assez difficiles, donc j'ai pu obtenir un visa d'Italie. J'ai passé par Italie. Donc je suis arrivée en France, le lendemain on peut dire à Paris. Quelles ont été donc vos premières sensations en arrivant en France, à Paris? C'était incroyable. Déjà, j'enlevais mon foulard dans l'avion. J'avoue, c'était très agréable et
Et je me sentais beaucoup plus libre déjà au niveau de vestimentaire. Le 3 janvier 2024, une Iranienne a reçu 74 coups de fouet. Elle s'appelle Roya Eshmati, c'est une militante contre le régime des mollahs et pour la cause de la minorité kurde. En avril dernier, elle avait publié une photo d'elle posant sans voile sur un grand boulevard de Téhéran. Arriver en France signifie ne plus être face à ses obligations vestimentaires et morales. Comme pour Kali, du côté de Shahrzad aussi, la libération a été totale. Alors j'étais très contente d'être libérée, pour être sincère. Pour moi, la libération, elle se traduisait dans des très simples choses. Rire à haute voix, danser dans la rue, surtout à Paris, exprimer ma joie, être sincère, pouvoir dire ce que je pense, d'aller faire du vélo, de me promener en mini-jupe, en débardeur. En Iran, les jeunes filles vivent une jeunesse pas comme les autres. La célèbre actrice Golshifteh Farahani, née à Téhéran, avait révélé avoir vécu comme un garçon pendant des années. Elle se faisait même appeler Amir et n'avait ainsi pas à se justifier auprès des personnes de son entourage. Shahrzad, dès petite, a eu l'habitude de s'accoutrer et se coiffer comme un garçon. L'idée était que personne ne puisse comprendre qu'elle était une fille. Une technique qui n'a pas toujours porté ses fruits. Dès mes 8 ans, des gens, notamment des hommes ou des femmes très voilées, venaient me dire « Mais t'es une fille, pourquoi t'es habillée comme ça ? Rentre chez toi et ressors avec une voile appropriée. » Vous comprenez qu'un enfant de 8-9 ans qui veut juste profiter de la plage, de l'air qui passe dans ses cheveux, doit subir des humiliations et s'attendre à des remarques à tout moment. Ça a continué par le fait qu'on m'a empêché de faire du vélo dans le campus de l'université. On m'a empêché également de faire du vélo sportivement en dehors de la ville. Nous devions expliquer au monde entier, au voisinage, si nous avions un appartement à nous-mêmes, que vous inquiétez pas, je suis pas une prostituée, je suis juste une étudiante qui veut avoir mon propre appartement et étudier. Justifier auprès de la famille que tout va bien. Parce que si je faisais un faux pas, c'était la police qui attendait devant ma porte et je risquais la prison. Il fallait vivre à l'acceptation de la société et des lois. Vivre à l'acceptation de la société et des lois, Kali a aussi ressenti cela. Elle raconte l'emprise qu'elle subissait de la part des hommes de son entourage. Si par exemple quand je voulais marier, c'est l'histoire de demander le document d'autorisation de père pour marier. Si votre époux ne veut pas et vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas travailler, j'ai vu tout ça en Iran. Si je voulais voyager, louer une chambre, j'avais besoin d'avoir l'autorisation de mon père sur moi. Si je voulais demander mon passeport, il me fallait la signature de mon père. Pour sortir du pays, pareil. Et le regard de votre père sur cette situation ? Il était assez ouvert. Mais malgré ça, pour lui, je restais quand même une femme qui ne devait pas trop sortir, faire du sport avec les garçons, sortir en montagne. Il n'était pas trop d'accord pour me signer l'autorisation. Il y avait ces difficultés. Heureusement, je n'étais pas parmi les femmes qui me faisait battre par mon père. En arrivant en France, ça a dû être chamboulant, même un peu psychologiquement étrange, j'imagine. Oui, se retrouver responsable de ses propres décisions, que je n'ai plus à justifier pourquoi je décide ça. Se réadapter à une nouvelle société, mais rester engagé pour leur pays, être toujours solidaire auprès des autres, tel était le souhait de ces deux jeunes femmes lors de leur arrivée en France. Je savais pas parler français. J'étais dans la situation quand même assez difficile. Demander asile, c'est pas facile. Et puis c'était l'époque où il y avait beaucoup de réfugiés en France. Comme j'étais dans cette situation, j'ai décidé d'aider les Iraniens ou les Afghans pour leur démarche. À partir du moment où vous êtes arrivé, vous avez tout de suite souhaité vous engager dans des associations. Pourquoi ? Nous avons décidé avec quelques Iraniens d'essayer d'être la voix du peuple iranien. On peut dire. On a créé une association qui essaie de porter leur voix. Du côté de Shahrzad, elle s'engage tant au niveau national que local, notamment par la diffusion d'informations dans les médias. Personnellement, professionnellement, vous êtes à Grenoble, mariée, vous travaillez. Et en termes d'engagement sur le territoire, comment ça se passe pour vous ? Alors je me vois engagée en France.
tout en étant engagé pour l'Iran. On essaye de continuer à répandre ces informations à travers les médias, dans les langues anglais et français, pour que les gens autour de nous sachent qu'il y a toujours cette demande de liberté qui est en cours et qu'il y a toujours ces êtres humains qui demandent notre aide, notre accompagnement et qui sont très, très difficilement et brutalement opprimés. Yekta, rencontrée lors de la manifestation, a analysé à travers son mémoire de fin d'études pour Sciences Po Grenoble la diaspora iranienne, soit les mouvements sociaux apparus en Iran depuis un siècle, qu'il s'agisse du mouvement des femmes, des ouvriers, des étudiants, des intellectuels. Elle a regardé de plus près la médiatisation des soulèvements et surtout à qui la parole était donnée. Là, je finis un master en gouvernance internationale et je suis spécialisée en Moyen-Orient. Et ça fait 4 ans que je suis en France. D'origine, je suis iranienne. Pour mon mémoire, j'ai décidé de travailler sur le traitement journalistique des événements en Iran dans la presse française nationale et généraliste. Depuis le début du soulèvement, de nombreuses femmes iraniennes se délestent de leur hijab pour sortir tête nue. Elles bravent ainsi la loi de 1983. Un phénomène qui a fortement été repris par les médias. Selon Yekta, ce phénomène fait figure d'objet de contestation contre le régime. Mais le hijab en lui-même n'est pas le sujet de la révolte, tout comme le fait que d'autres problématiques doivent être soulignées. Quand cette parole-là devient la seule parole légitime, mon expérience personnelle va être appliquée à l'expérience de tout un peuple, 85 millions de personnes, avec des ethnies différentes, des religions différentes. Si selon Yekta, la révolte féministe est particulièrement mise en avant par les médias, les personnes interrogées lors d'interviews ou de portraits par exemple sont là aussi souvent des femmes. Et pour Yekta, elles sont issues d'une certaine classe sociale qui ne représente pas toute la population. Il y a une valorisation de la parole des personnes issues de la diaspora iranienne, aux actrices, aux écrivaines iraniennes et notamment aux femmes. Un constat que Yekta a fait en analysant de nombreux reportages. Là encore, les interviews étaient souvent menées dans des espaces destinés à une classe sociale souvent plus aisée, selon Yekta. On était toujours dans les cafés-terranés en parlant avec des artistes iraniennes ou avec des jeunes qui sont en train de boire le café dans les cafés-terranés. D'ailleurs, selon Yekta, les jeunes et leur âge dans ce contexte ont également eu leur lot d'articles dans les médias. Mais pour elle, cette situation survient à un moment où toutes les générations se sentent frustrées. La corruption systématique de l'élite politique iranienne, la pauvreté avec un taux d'inflation en croissance et l'absence de liberté sociale et politique donnent aux Iraniens un sentiment de désespoir. Et cela pour tous, les femmes, les hommes, les jeunes, mais aussi les personnes âgées qu'il ne faut pas oublier selon Yekta. À l'intérieur des manifestations en train de courir, on voit pas des vieux, ils peuvent pas courir, il faut se rendre compte qu'il y a des personnes armées qui sont en train de tirer sur les manifestations. Mais ils sont à côté, ils sont en train de regarder, ils sont en train d'encourager, ils sont dans leur voiture en train de klaxonner. J'ai très peu vu des gens aller parler avec des personnes de 60 ans. Ils font aussi partie de cette population. S'il s'agit du plus long mouvement de protestation continu en Iran depuis la révolution de 1979, Yekta constate que le regard des Occidentaux, et notamment des Français, a changé sur les Iraniens. D'ailleurs, avant, une question lui était souvent posée. Elle explique. Alors, tu portes le hijab quand t'es en Iran, et il y a beaucoup de personnes qui m'en parlaient. Aujourd'hui, on va venir nous dire « Ah, vous êtes fort, vous êtes courageux », et forcément, ça fait du bien d'entendre. Oui, mais il faut aussi voir ce qui est derrière. Avant, on n'en parlait pas, parce qu'il y avait quand même 2009, tous les événements qui sont passés. En 2019, une répression féroce, il n'y avait pas d'internet pendant 1 mois et demi. Statistiquement, quand on regarde le traitement de ces sujets-là dans les médias, c'était beaucoup moins important. Cette frustration, elle est générale pour les Iraniens. D'ailleurs, Khalil l'a aussi ressenti, même si celle-ci explique que l'événement de la mort de Mahsa Amini et les événements qui ont suivi ont permis une prise de conscience générale. Pourquoi il faut que quelqu'un meure, que les autres nous croient? Et c'est ça qui est très difficile. Quand j'en parlais pour les gens, première chose qu'il y avait, c'était il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de problème en fait. Pour les gens, le problème c'est avoir la guerre. Comme il y avait l'histoire de Syrie, il attendait vraiment que ça soit comme ça. C'était quelque chose de positif dans le sens que maintenant le monde entier peut voir ce qui se passe vraiment en Iran. Non, les gens ne voient pas forcément il y a que le pistache, il y a que safran, il y a tapis. Quand je parlais personne, je me rappelle, ma fille était à la crèche, les gens, première chose qu'ils disaient, vous êtes libanais, vous êtes arabe. Et déjà, ils ne connaissaient pas en fait, vraiment ils ne connaissaient pas, on se situe où. Donc ça c'est grande progression. Et puis j'espère que ça peut changer encore.
Ils ont informé, soutenu, pétitionné, relayé, écrit, parlé et répété. Elles ont crié très fort, très haut, ce que le peuple ne pouvait exprimer que plus bas. Mais alors que faire si malgré tout cela, le gouvernement d'Iran persiste à opprimer le peuple? On sait que c'est pas facile et la France aussi pense à ses intérêts. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. On espérait la même chose. En tout cas, France a quand même une voix très importante en Europe. Donc il peut aider de bouger des choses, changer des choses. Tant que vous essayez de négocier, vous essayez de dialoguer, ça marche jamais. Parce que c'est un gouvernement qui ne connaît pas le dialogue. La façon qu'ici des choses bougent, c'est par s'exprimer, par manifester. Je suis iranien, je viens de là, j'ai grandi là-bas et je connais très bien. C'est la seule façon de l'arrêter, la République islamique. Concernant le combat des femmes qui crient leur colère, Shahrzad évoque l'importance que peut avoir une telle révolution sur les pays de la région. La liberté de l'homme, elle est étroitement liée à la liberté de la femme. Aujourd'hui, on est en train de vivre une situation vraiment stratégique et vitale à soutenir. Si la révolution féminine en Iran gagne, nous pourrons être témoins de la libération des femmes en Afghanistan qui sont encore plus opprimées. En Syrie, la même chose. Beaucoup de pays autour de l'Iran, au Moyen-Orient, sont très durement opprimés. Et ça, c'est l'occasion justement de casser cette chaîne d'humiliation et d'horreur envers les femmes. Donc là, si vous avez un message à faire passer aujourd'hui, lequel ce serait ? Nous sommes tous, encore une fois, êtres humains. Comme on le dit en Iran, le ciel est bleu partout. Nous aimons tous vivre une vie tranquille, remplie de richesses, de joie. Sauf que malheureusement, certaines régions ont été prises en otage par les forces politiques. Nous avons besoin de l'Occident qui a vécu la liberté, qui a vécu le bonheur, aide l'Orient, qui demande cette aide. بخوان برای زندگی برای معنی یگانگی بیا به آتش تظاهرات اگر گلوله ها رها شود بخوان سرود انقلاب برای گریه های بی جواب بخوان